Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h44. Allez, je vous explique ce qui se passe en coulisses. On parlait beaucoup, évidemment, avec Éric Nolot et Guillaume Bigot. Il y avait une petite leçon d'Éric Nolot de football à Guillaume Bigot. Guillaume, vous mélangez en fait les ballons ronds et ovales quasiment, alors qu'Éric Nolot, il foot, connaît à la fois le rugby et à la fois le foot. En foot, j'ai les pieds carrés. Ah oui, voilà, c'est bien de le reconnaître. En revanche, il y a donc quand même la grande peur de janvier sur des coupures d'électricité. Alors oui, il y a eu ce plan avec les circulaires envoyés au préfet pour peut-être des délestages au mois de janvier, des coupures tournantes, etc. Et bon, ce qui est assez invraisemblable. Où est la responsabilité ? Tout à l'heure, vous nous disiez dans votre édito, Guillaume Bigot, il n'y a pas que Poutine qui est responsable. Il y a aussi eu beaucoup d'autres erreurs. Quel est votre diagnostic, vous et Éric Nolot ? D'abord, l'impression que j'en retire, c'est que le grand sentiment de déclassement qu'éprouvent beaucoup de Français va être renforcé. On est quand même en train de parler de coupures d'électricité en France. 2023. Les dernières coupures d'électricité, moi, c'était dans mon enfance, c'était pas lié à des pénuries, c'était lié à des grèves. Mais je pensais vraiment que ça appartenait à un siècle révolu, à une enfance révolue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui me frappe, c'est que la Première ministre et tous les pouvoirs publics parlent à côté, ou en tout cas ne parlent pas de l'essentiel. Ils font porter d'abord la responsabilité sur les citoyens, sur les particuliers. Alors que on sait que 99% de la réduction de consommation, ce sera le fait du domaine industriel ou du domaine commercial. Ensuite, ils font porter le débat sur est-ce qu'il y aura de l'électricité. Mais c'est pas ça le débat. C'est est-ce qu'on va pouvoir la payer, l'électricité. Il y a des pans entiers de l'économie française qui ralentissent parce qu'ils ne peuvent plus payer l'électricité, et il y a des tas de petits commerces qui sont sur le point de mettre la clé sous la porte pour la même raison. C'est ça le vrai dossier, et on parle d'autre chose. Et ensuite, pour en venir à la responsabilité, il faut quand même savoir d'où vient cette crise. Elle vient de décisions complètement idéologiques, complètement dépourvues de rationalité. On a voulu tourner le dos au nucléaire sans avoir encore le moyen de remplacer cette énergie, et on en arrive à la situation. Donc, et il se trouve que ces décisions ont été prises par monsieur Macron, qui certes occupait d'autres fonctions à l'époque, mais qui était partie prenante de ces décisions. Il est à la fois responsable et coupable. Mais puisqu'on ne peut pas parler de ça, évidemment, Madame Borne ne peut pas parler de ça, ni monsieur Macron, on nous parle d'autre chose. Voilà. J'appelle ça de la tactique de diversion. Ah oui, bon, en même temps, il y a quand même aussi des événements, quoi, avec cette guerre, parce qu'on pourrait éventuellement suppléer à ces manques les problèmes d'entretien des centrales en prenant en fait davantage de gaz, par exemple. Sauf que là, on est bloqué tout de même, Guillaume Bigot, avec ce qui se passe et cette guerre déclenchée entre la Russie et l'Ukraine, quoi. C'est-à-dire que pour bien comprendre ce qui se passe, on a trois causes différentes, mais elles arrivent en même temps. Et en fait, elles se renforcent les unes les autres. Quand on a pris des sanctions contre Poutine, à qui on achetait beaucoup de gaz, on savait, et sanctions gaz et pétrole, on savait que ça risquait de faire flamber les prix, ça n'a pas manqué. Mais si on prend cette décision, gouverner c'est prévoir, c'est qu'on imagine les conséquences. Et les conséquences, si on a de l'électricité en quantité, à la rigueur, on peut limiter la casse. Mais comme l'a expliqué Nolot, par ailleurs, ils avaient fermé des centrales nucléaires et pas rénové suffisamment des centrales nucléaires, eh bien, on a eu un manque de quantité d'électricité. C'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. C'est bien pour ça qu'il va y avoir des coupures, d'ailleurs. Et enfin, troisième facteur, on en parle assez peu. Mais c'est une folie furieuse. C'est vraiment le résultat de l'idéologie, c'est-à-dire le fameux marché européen d'électricité. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que ça signifie ? Oui, ça signifie... quelques mots, oui. On l'a déjà expliqué en fait, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que pour favoriser l'énergie éolienne, mais pour aussi jouer la solidarité européenne avec un seul réseau électrique, ça va avoir un phénomène d'alignement du prix de l'électricité sur le prix du gaz, alors même qu'on a fait flamber le prix du gaz en tapant monsieur Poutine. Donc, si vous voulez, à un moment, on se demande s'ils ne sont pas, totalement neuneux. Enfin, il y a quand même, ça se mélange là-haut. C'est assez étrange. Et là, on se dit, bon, ok, ils ont pu se tromper, l'erreur est humaine, etc. Mais le pire, ils ne la reconnaissent pas. Et le 2, ils nous transfèrent la culpabilité. Et ils nous prennent pour des quiches. Souvenez-vous ce que disait Macron. Pour rester poli. Pour rester très poli et de très bonne humeur, parce que c'est le matin, on est sur Sud Radio. Emmanuel Macron en mai, il n'y aura pas de coupure. Elisabeth Borne en août, il n'y aura pas de coupure si les Français jouent le jeu. Olivier Véran en novembre, il y aura des coupures, mais ça va bien se passer.
Et là, en fait, on apprend par la DG d'Orange que ça va pas bien se passer du tout, parce que les portables peuvent être éteints, ils ont 30 minutes de batterie sur les relais, donc plus d'électricité égale plus de portables, et si vous êtes en urgence vitale, qu'est-ce qui se passe ? Ça fera du bien. Ah oui, sauf si vous avez besoin d'appeler les... Pas dans tous les cas. Non, bien sûr. Sauf si vous avez besoin d'appeler les secours. Oui, bien sûr. 0826 300 300, il y a Laurent de Mérignac qui veut réagir justement et se mêler à la discussion dont tous discutent ce matin. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Laurent, justement, à propos de cette menace de coupure, est-ce que vous la craignez ? Est-ce que vous y croyez d'ailleurs ? Alors moi, je la crains pas et je n'y crois pas. D'accord. Ah bon ? Parce que je pense qu'on est dans une société où on gouverne un petit peu par la peur et puis on fait peur à tout le monde en expliquant qu'il risque de se passer des choses pour que tout le monde passe à l'action. Donc on est dans une peur préventive. Mais je pense qu'une des coupures de courant, comme c'est annoncé de manière catastrophique, serait totalement impopulaire. Et le gouvernement Macron a déjà prouvé par le passé qu'il savait réagir et faire face aux crises. Donc j'ai totalement confiance. Et je pense qu'on est sur quelque chose de préventif, on fait un petit peu peur à tout le monde. On crie au loup, c'est ça en fait. Mais exactement. Oui, vous croyez. Ouais. Ah ouais, moi je suis convaincu de ça. Qu'il y ait des délestages, en vrai il y a toujours eu des délestages sur les entreprises, des choses comme ça. Ça va sûrement se produire comme ça. Ouais. Mais qu'on soit impacté dans notre vie de tous les jours, mais je n'y crois pas une seconde. Oui, mais alors, il y a quand même certains experts qui disent que c'est possible. Hein. Ils sont en train de travailler sur des scénarios pour... vous avez vu, par quartier de 1000 habitants, quoi, bien souvent. Éric Nolot, restez avec nous, Laurent. Moi, ce qui incline, pour moi en tout cas, à plus de pessimisme, c'est que je vois qu'à chaque crise, c'est un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'on est pris au dépourvu. La crise des Gilets jaunes, tout le monde a découvert le malaise social. La crise du Covid, tout le monde a découvert l'état, l'état assez catastrophique du secteur de santé qui pourtant est présenté comme le meilleur du monde. Et là, la crise énergétique, on a l'impression de la découvrir. Donc j'ai l'impression, je sais pas, il y a quand même quelque chose qui s'appelle la planification. Il y a même un commissaire au plan, je crois, qui est encore en activité. Enfin, en tout cas, on se projette, on ne gouverne pas au jour le jour. On a l'impression que ça, c'est complètement disparu et que on n'est jamais dans l'action, mais dans la réaction. C'est ça qui me rend pessimiste, parce que j'ai l'impression qu'on a totalement sous-estimé les conséquences de tourner le dos à la filière nucléaire. C'est pire que ce que dit Eric. C'est-à-dire que oui, il y a cet aspect, on n'a pas prévu, on est pris au dépourvu, mais on a tout fait pour déclencher la crise en amont. C'est-à-dire qu'on en est responsable et coupable intégralement. Alors non, parce que c'est M. Poutine qui a agressé l'Ukraine, et ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais simplement prendre des sanctions, il fallait imaginer les conséquences, penser les conséquences jusqu'au bout. Or, quand on gratte un peu, quand on sait que les sanctions n'ont pas vraiment mis à genoux économiquement la Russie, vous vous souvenez, Monsieur le maire qui voulait mettre à genoux l'économie russe. Mais dites donc, c'est quelle économie exactement qui est à genoux? Alors, j'entends ce que dit Laurent, il a tout à fait raison. Un, c'est vrai qu'il y a beaucoup de principes de précaution, tout le monde ouvre le parapluie. Et deux, effectivement, ce gouvernement, notamment, et tous les gouvernements, il faut le dire, gouverne un peu par la peur, qui est on va dire, une passion politique extrêmement puissante. Sauf que dans ce cas-là, on en est à prévoir des délestages de 2 heures, je suis désolé. Et on a une consommation des ménages qui est le principal moteur de la croissance économique en France, moins 2,5%. Ça veut dire qu'on va vers ce qu'on appelle une récession. C'est-à-dire l'économie, elle est cassée, démolie. Et vous m'avez repris, Patrick, à juste titre, parce qu'on n'a pas d'informations, c'est vrai, et de preuves sur l'action qu'on attribue souvent aux États-Unis, à la Grande-Bretagne pour couper le gazoduc. Ce qui est quand même fou dans cette histoire, c'est que probablement quelqu'un a voulu châtrer énergétiquement l'Allemagne ou châtrer énergétiquement l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une électricité bon marché qui alimente l'Europe depuis la Russie. Quel qu'en soit le responsable, c'est bien le phénomène qui se passe. Et ça, on ne l'a pas prévu. Il était possible de mettre tout ça en équation et en prévision. Et auparavant, sur des crises, on se tournait souvent vers les États-Unis en disant que les États-Unis pouvaient nous aider. Nous y sommes aujourd'hui avec Emmanuel Macron qui est là-bas, et Joe Biden, mais on a l'impression que, en plus, on est un peu, mais les cocus en fait avec les États-Unis. Souvenez-vous de l'Australie, le protectionnisme en fait. Alors Macron est là-bas pour essayer de négocier, mais bon. Ça se passe toujours de la même manière, c'est-à-dire que tant qu'on est dans les déclarations, tant qu'on est dans le vert, tout va bien. Nous sommes des amis historiques, ce qui est tout à fait vrai. Nous sommes des alliés naturels, ce qui est tout à fait vrai. Mais nous sommes des concurrents économiques. Et les États-Unis, et ils ont bien raison de l'être, sont des concurrents économiques
féroce. Ils nous vendent à prix prohibitif l'énergie et ils sont en train de mettre en place, je trouve avec beaucoup d'intelligence, des mesures protectrices et qui sont favorables en plus à l'environnement. Ils ont un peu résolu la quadrature du cercle, c'est-à-dire ils accueillent des entreprises qui vont dans le sens de la protection de l'environnement, en tout cas d'une meilleure protection de l'environnement, et ils les subventionnent de manière déguisée. Charge à nous de proposer la même chose. Mais sortons de ce verbe, nos amis américains, ils sont tellement formidables, Lafayette, la Révolution française, tout ce que vous voulez, la guerre d'indépendance. Bah oui, il y aura d'ailleurs concurrents économiques. Est-ce qu'il va y avoir des images fortes, et Emmanuel Macron veut jouer un petit peu là-dessus ce week-end, puisqu'il y va du côté de la Nouvelle-Orléans, mon cher Guillaume Bigot, vous qui aimez bien la géopolitique. C'est de la com. Oui, bien sûr. C'est totalement de la com, et je me suis renseigné auprès d'amis américains, j'ai regardé aussi un peu CBS, NBC et le New York Times, etc. Et en fait, ça passe cette visite qui nous est présentée ici comme un peu la visite diplomatique du siècle, passe totalement inaperçue, je vous l'annonce, du côté des États-Unis. Et alors on va dire oui, mais alors quand même, c'est vrai que la France maintenant, non, la France pour les États-Unis c'est quelque chose pour une raison simple, il faut peut-être rappeler, c'est que les États-Unis d'Amérique ont été fabriqués par une intervention militaire française. Quand les petits Américains dans leur manuel scolaire apprennent la bataille de Yorktown, on leur dit ce sont les indépendantistes américains qui sont rebellés contre la couronne britannique, d'où la naissance des États-Unis. Pas du tout. C'est une intervention militaire massive. C'est pas Lafayette avec ses deniers personnels. C'est le roi de France avec notre marine de guerre et notre armée qui ont écrasé les Anglais et permis aux États-Unis d'être La vraie question, c'est au moment de prendre une décision économique. Donc pour eux, nous sommes très importants. Que le président s'appelle Trump ou Biden, est-ce qu'il se dit oui, mais alors ce sont les Français par leur intervention militaire qui, ou alors nous sommes. Non, qu'est-ce qui est America First, en fait, c'est la devise de tous les présidents américains, et c'est normal. Ça devrait pas être la devise de tous les présidents de tous les pays du monde. Mais ça devrait être, mais pas non. Je ne crois pas que ça soit la devise de l'Europe, par exemple. Alors c'est vrai de l'Europe ou de la France, quoi. Les deux. Je pense qu'on devrait dire. Non, la France c'est plus possible juste au niveau français. Mais on devrait opposer à America First. C'est pas que c'est plus possible. C'est-à-dire que effectivement, non, mais en fait, économiquement, on peut pas rien faire tout seul, à peu près. Non, on ne peut rien faire tout seul parce qu'on a décidé qu'on ne faisait rien ensemble, parce qu'on s'est attachés les uns et les autres et qu'on s'est mis dans un système de contraintes. On a essayé avec l'aviation, etc. Mais il y a eu alors, oui, peut-être pour l'industrie. Vous avez tout à fait raison pour l'industrie. Et ça pourrait remarcher d'ailleurs pour l'industrie, on l'a vu. Mais en revanche, en ce qui concerne le protectionnisme, non, on a décidé ensemble de s'attacher les uns aux autres pour ne rien faire. Mais ça peut très bien se régler au niveau européen. Oui, merci à tous les deux, Guillaume Bigot, Éric Nolot. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Jean-Jacques Bourdin ensuite sur le pont. Bien sûr, 10h30, 12h30, vous pouvez réagir à tous les sujets qui seront évoqués. Puis tiens, on parlait d'histoire. Dimitri Casali sera invité notamment d'André Berkoff et Céline Alonso tout à l'heure entre 13h et 14h. Excellent. Tout à l'heure. Et puis, évidemment, Jean-Marie Bordry ce week-end. Et puis, les grands rendez-vous du sport, le rugby et le football également. Il est 8h56.